donc on va parler aujourd'hui des tempêtes et de l'éolien en mer. Et le fil rouge ou le titre choisi, c'était comment optimiser le dimensionnement des éoliennes flottantes pour des conditions extrêmes. Et on va attaquer ce problème-là plutôt à travers la réduction des incertitudes sur les conditions d'entrée, qui sont les vents et vagues extrêmes, les vents et vagues 50 nœuds. Et je demanderai tout à l'heure à Nicolas de nous préciser ce que c'est. En espérant qu'ensuite on réduise les coefficients de sécurité qui s'appliquent sur les chargements, sur les calculs de chargement, sur les machines, donc les forces qui s'appliquent sur les machines, pour fiabiliser les machines et réduire les coûts. Donc ça va être ça vraiment la thématique de la journée, comment réduire les incertitudes sur les vents, vagues extrêmes, la turbulence, pour ensuite améliorer le dimensionnement des machines et les fiabiliser et les rendre réduire le coût de l'énergie produite. Voilà. Donc on va parler de plusieurs projets FEM à travers notre discussion. On va parler de DAIM et d'Impact pour les vagues extrêmes, de Poséidon pour la turbulence. On va parler aussi un petit peu d'Orochi. Si vous avez des questions sur les cyclos, même si Alexis Mouche n'est pas là, on va essayer comme d'y répondre. Et puis on va parler peut-être un peu de projets potentiels futurs autour de l'effet du changement climatique sur les conditions extrêmes et les conditions moyennes aussi d'ailleurs, on pourrait en parler un peu. Et là, ce sera essentiellement Nicolas qui sera l'intervenant référent sur cette thématique-là. Voilà. Donc j'ai posé des questions pour lancer les discussions, et après je vais vous inviter à intervenir aussi pour que ce soit vraiment un échange entre le panel et la salle, parce qu'on se connaît bien, on pourrait discuter pendant des heures ensemble, mais ce n'est pas l'objet de l'événement aujourd'hui. Voilà. Et donc je vais commencer par une première question, justement peut-être pour planter un peu le décor, puis on va entendre beaucoup parler de ces termes-là. À Nicolas, est-ce que tu peux nous donner la définition de ce que l'on entend par extrême pour le dimensionnement et par vent et vague synchrontonale, s'il te plaît? Oui, alors donc c'est pas un exercice facile de parler comme ça sans notes. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais donc en fait la particularité qu'on a quand on s'intéresse aux événements extrêmes, c'est déjà de réussir à comprendre ce que c'est. Donc quand on parle d'événements extrêmes, on a souvent des définitions différentes entre les physiciens et plutôt l'aspect statistique, donc qui est mon domaine d'activité. Pour moi, un événement extrême, ça va être un événement qui sort de la moyenne des événements observés, ou qui est vraiment atypique par rapport aux autres événements. Alors qu'en physique, on va s'intéresser aux événements les plus forts, mais qu'on a observés. En fait, l'aspect statistique, il va s'intéresser à extrapoler au-delà de ce qu'on a observé et essayer de quantifier ce qu'on n'a pas encore observé. Donc typiquement, quand on installe une structure en mer, on s'attend à ce qu'elle dure quand même relativement longtemps et qu'elle résiste à des phénomènes qu'on n'a pas forcément dans la base de données, qu'on n'a pas forcément dans l'historique. Et comment on fait ça? On s'intéresse aux événements dont l'intensité est rarement dépassée, donc que ce soit pour les vagues, pour les vents, pour les courants, les cyclones, enfin tout ce qui va impacter la structure. On s'intéresse en fait à l'intensité de ces phénomènes-là, et on regarde les événements qui reviennent une fois tous les 100 ans ou tous les 50 ans. Donc c'est bien quelque chose qui a un phénomène dont l'intensité est dépassée en moyenne une fois tous les 50 ans, donc, ou tous les 100 ans. Et donc en fait on s'intéresse aux probabilités, dès qu'on parle d'événements extrêmes, on cherche à quantifier des probabilités qui sont faibles. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment la nécessité d'extrapoler, d'aller observer des phénomènes quantifier des phénomènes qu'on n'observe pas souvent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors maintenant, on va peut-être basculer sur la turbulence. On va dans l'exposé, dans la table ronde, on va commencer d'abord par le haut, on va dire par l'atmosphère et les chargements sur la turbine, et puis on va descendre ensuite dans l'eau avec les chargements hydrodynamiques associés aux vagues en particulier. Et donc j'ai une question pour Maxime. Est-ce que tu peux nous dire, c'est une question un peu de béotien, mais pour planter le décor, pourquoi on doit connaître le vent et la turbulence pour le dimensionnement des éoliennes flottantes? Oui, je peux peut-être déjà commencer par définir ce qu'est la turbulence dans notre cas. Bonne idée. Donc je dirais que la turbulence se réfère à l'instabilité de mouvement d'un fluide
Dans notre cas, ce sera l'air, donc pour les applications éoliennes. Et ces instabilités donc, se traduisent par des mouvements de particules au sein de masses d'air, donc déplacement de particules d'une masse d'air à une autre avec des vitesses importantes et surtout s'effectue de manière imprévisible. Donc on considère qu'il y a 3 grands domaines de turbulence. Ça a été établi par Richardson il y a exactement 100 ans, en 1922. Donc le premier domaine, c'est le domaine de production de turbulence qui concerne les grandes échelles de structures tourbillonnaires, donc spatio-temporelles. Vient ensuite le domaine inertiel, donc dans lequel toutes les structures tourbillonnaires sont... On a un transfert d'énergie des structures tourbillonnaires de grande échelle jusqu'à des tourbillons de plus petite échelle. Donc ce transfert se fait de manière autosimilaire, donc c'est-à-dire de manière identique, quelle que soit la direction, et sans déperdition énergétique. Et enfin, en bout de chaîne, on a le domaine de dissipation, donc, où l'énergie en bout de chaîne est dissipée par des structures tourbillonnaires suffisamment petites pour que la dissipation se fasse sous l'action du frottement visqueux. Alors nous, dans le cas de l'éolien en mer ou de l'éolien onshore également, on ne s'intéresse pas forcément à toutes ces échelles de turbulence. On s'intéresse essentiellement aux échelles de production de turbulence et aux échelles qui coïncident avec le domaine inertiel. Donc c'est plutôt des structures tourbillonnaires de l'ordre de 100 mètres, donc qui sont à peu près équivalents à la taille du rotor. Le domaine de dissipation, c'est plutôt des tourbillons de l'ordre du millimètre, donc dans notre cas, ça sera pas forcément nécessaire de les mesurer ou de les modéliser. Donc on a besoin de caractériser la turbulence sur un site pour dimensionner les éoliennes en fatigue, mais également pour optimiser la position des éoliennes entre elles au sein d'un parc, parce que la turbulence agit sur le sillage des éoliennes. Ok, merci Maxime. Et justement, est-ce que tu peux nous distinguer un petit peu ces 2 types de turbulences, naturelles et de sillage, et nous dire quelles sont, on va dire, les grandes différences en matière de propriété des 2 types de turbulences? La turbulence naturelle, donc c'est celle qu'on va retrouver sur le site avant l'installation d'une machine. Et la turbulence de sillage, donc c'est la turbulence qui va être engendrée par le mouvement des pales en particulier. Et on va caractériser ces deux turbulences à partir de l'intensité de turbulence. Donc c'est le paramètre fondamental pour l'éolien. Donc ce taux de turbulence, c'est une sorte de caractérisation du niveau de turbulence. Donc on calcule tout simplement l'écart type de vitesse et on divise par la vitesse moyenne. Donc on aura typiquement sur un site éolien en mer des taux de turbulence de l'ordre de 10%. Par contre, dès lors qu'on se met dans le sillage d'une éolienne, on atteint sans problème des taux de turbulence de l'ordre de 30%. Donc du coup, ça va induire des chargements aérodynamiques sur les structures avoisinantes. Ok, merci beaucoup. Peut-être on peut donner la parole à la salle s'il y a des questions déjà à ce stade. Si vous avez des questions. Sinon, on y reviendra après. Rien de particulier pour l'instant. Alors moi, j'en ai une un peu improvisée. On ne l'a pas préparée ensemble, hein, mais on en a parlé tout à l'heure et vous n'aviez pas la réponse, donc ça m'intéresse de vous entendre disserter maintenant. Quelle est la différence entre la turbulence et les rafales? La turbulence, je dirais que donc comme je disais tout à l'heure, ça concerne toutes les différentes échelles spatio-temporelles. Et nous, on s'intéresse surtout, dans notre cas, sur des phénomènes physiques de l'ordre de la seconde, je dirais, alors que les rafales concernent, si je ne me trompe pas, plutôt des processus physiques 3, 4, 5 secondes peut-être. 7 secondes, non? 7 secondes. C'est pas 7 secondes, c'est 7 secondes. C'est ça, non? Et puis j'ai l'impression aussi quand on parle de turbulence, il y a une variation de l'intensité, mais aussi une variation rapide des directions, qui est importante, je pense, pour le dimensionnement ou pour la caractérisation des phénomènes. Oui, mais c'est pas vraiment ce qui est caractérisé pour un site, mais effectivement, ça entre en jeu. Et lors de la phase de dimensionnement des systèmes, on s'intéresse plutôt donc au taux de turbulence dont je parlais tout à l'heure, tridimensionnel. À l'échelle intégrale également. Donc l'échelle intégrale, c'est juste à la fin du domaine de production et juste avant le domaine inertiel.
Donc c'est la taille des tourbillons les plus énergétiques, donc ceux qui sont susceptibles d'impacter défavorablement les structures. On cherche également à caractériser ces tourbillons selon les 3 dimensions spatiales. Et on s'intéresse également au spectre d'énergie, donc ils sont utilisés pour caractériser la distribution des tourbillons selon leur gamme fréquentielle. On peut également les distribuer en nombre d'ondes. Donc c'est ces 3 paramètres qui sont essentiellement utilisés pour dimensionner les structures. En fait, ils sont utilisés comme données d'entrée de modèles de simulation d'écoulement stochastique, par exemple TURBSIM qui est développé au NREL aux États-Unis. Et à partir de ces données d'entrée, les ingénieurs sont capables de dimensionner en conséquence leur machine. Mais en termes pour ce qui est de la direction, à ma connaissance, les changements rapides de direction, ça n'entre pas en jeu dans les inputs de ces modèles. Ok, merci. Alors une autre question qui me vient maintenant. Donc on parle beaucoup de TI là, qui en gros qui revient à regarder un écart type de vitesse de vent. Et là on s'intéresse pas tellement à la structure tridimensionnelle de la turbulence et par exemple aux composantes du tenseur de Reynolds qui vont faire que par exemple tu peux avoir des tourbillons qui pourraient arriver, qui se propageraient vers la turbine et qui tourneraient dans l'axe, sur le même axe que la turbine, et d'autres qui viendraient en rouleau perpendiculairement. Est-ce que c'est intéressant est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui permettraient de caractériser cette variabilité-là et qui seraient intéressants d'être capable de modéliser ou de mesurer pour mieux comprendre comment la turbulence affecte les machines et leur fatigue? Ils ne sont pas mesurés. On n'a pas cette information parce qu'on n'est pas en mesure de les mesurer directement. Donc j'allais aborder ce sujet essentiellement quand on parle de turbulence sur un site. On va aller faire de la mesure. On va installer. Donc il y a deux types de mesures. Soit de l'anémométrie, installer des anémomètres soniques à différents niveaux sur un mât. Donc un anémomètre sonique, ça mesure la vitesse de vent avec une fréquence d'acquisition qui peut dépasser les 20 Hz. Donc c'est des faisceaux qui sont colocalisés dans une cellule d'1 cm3, donc on a des données de turbulence extrêmement précises. Le problème, c'est qu'il faut l'installer sur un mât et ça coûte extrêmement cher à installer et à opérer. Il y a une solution alternative qui est basée sur de la télédétection. Donc là, on utilise des systèmes LIDAR. Donc avec un système LIDAR, on peut avoir accès à la vitesse de vent à différentes altitudes. Donc ça utilise des faisceaux divergents, 4 faisceaux divergents inclinés de 28 degrés par rapport à la verticale et un faisceau vertical. Donc comme je disais, on peut avoir accès à la vitesse de vent à différentes altitudes, mais lorsqu'on utilise des lidars pour faire de la turbulence, c'est pas un outil qui est encore standardisé pour effectuer ce type de mesure, contrairement aux anémomètres. Il y a 2 erreurs systématiques qui viennent avec les lidars. Donc la première, c'est la taille des cellules d'un lidar qui sont constantes, donc c'est de 20 mètres. Donc, l'inconvénient d'utiliser des cellules de 20 mètres, c'est que ça va filtrer toutes les structures tourbillonnaires inférieures à cette taille. Donc on va sous-estimer constamment l'intensité de turbulence, donc la TI, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et l'autre erreur systématique, c'est l'erreur de contamination de faisceaux, la cross-contamination, on appelle ça. Donc le lidar utilise les 4 faisceaux plus un faisceau vertical, mais les mesures ne sont pas effectuées de manière simultanée. Donc on passe d'un faisceau à un autre. Et le problème de la cross-contamination, c'est lorsqu'un tourbillon est capté par le faisceau 1, par exemple. Donc, il va se déplacer, il va se développer, et le temps que le faisceau arrive au faisceau opposé, par exemple, ou un faisceau transverse, peu importe, le faisceau sera développé, le tourbillon sera développé, et son énergie turbulente va être captée une nouvelle fois, ce qui va créer des artefacts dans les spectres d'énergie, et ce qui va générer une surestimation cette fois de la TI, et les deux phénomènes ne se compensent pas. Okay. Il y a deux autres inconvénients majeurs, plutôt mineurs, à cette technologie. C'est un taux de fréquence d'acquisition qui est très faible, 0,25 Hz. Mais à ce stade, ce n'est pas nécessaire d'aller augmenter la fréquence d'acquisition, sachant qu'on a des, comme je disais, la première contrainte des lidars, c'est le volume spatial des cellules. Donc tant qu'on ne sera pas capable de réduire ces 20 mètres, ce n'est pas nécessaire d'aller augmenter la fréquence d'acquisition. C'est ce qu'on a étudié dans le cadre de Poséidon, un projet que je mène chez France Énergie Marine, où on a contacté un lidariste, donc un constructeur de lidar, Vessala, et on a cherché à augmenter cette fréquence d'acquisition.
Donc on a passé la fréquence d'acquisition de 0,25 Hz à 1 Hz et on a étudié l'ATI. Bon, il n'y a pas d'écart, en fait. Donc ça veut dire que tous les tourbillons susceptibles d'être captés par le lidar sont en fait noyés dans ces cellules, de 20 mètres, et elles sont filtrées, elles sont invisibles, même si on augmente la fréquence d'acquisition. Et enfin, la dernière source d'erreur, c'est le bruit qui est intrinsèque à cette technologie. Donc on appelle ça le bruit Doppler, qui induit également une surestimation de l'intensité de turbulence. Mais on a développé également une méthode dans le cadre de Poséidon qui permet de filtrer une grande partie de ce bruit et de se rapprocher de données de TI, je dirais, plus proches de ce que peut donner un anémomètre, mais on a tout de même encore 20% d'erreur. Ok, merci Maxime. Alors on peut peut-être prendre une question de la salle maintenant, si vous avez réfléchi à des questions. Pas encore? Ouais. Là, on a encore 20% d'erreur avec une méthode, donc on appelle la méthode de la variance, et c'est un grand pas en avant, sachant qu'avant le projet, la meilleure méthode proposait 40% d'erreur. Donc là, on utilise les 4 faisceaux, on fait des statistiques sur les différents faisceaux, on calcule la variance, on combine la variance, on enlève le bruit, et on arrive à 20% d'erreur. Et là, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux si on n'améliore pas la techno. Donc, c'est-à-dire, les pistes d'amélioration de la techno, ça va être, je parlais tout à l'heure de l'angle de 28 degrés, il faut réduire l'angle, il faut réduire la taille des cellules, et il faut augmenter la fréquence d'acquisition. Donc ça sera la prochaine étape. Est-ce qu'il existe des atlas de la turbulence en France? Des atlas de la turbulence, c'est-à-dire des données qui seraient mises à disposition. L'intensité de turbulence sur l'école française. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Et justement, dans le cas de Poséidon, on va proposer, on va installer le lidar sur l'île du Planier en Méditerranée pendant 1 an, et on va fournir à la communauté des jeux de données de turbulence qu'on traitera chez nous. Donc, pendant 1 an, donc la TI à différents niveaux, les échelles intégrales et les spectres notamment. Mais c'est tout ce qu'il y aura. C'est tout ce qu'il y aura à ma connaissance en France. Il y a eu des données collectées par des lidars sur différentes côtes, là où il y a eu les appels d'offres. Mais le problème, c'est que lorsqu'on installe un lidar sur une bouée, il y a une autre contrainte qui s'applique, c'est le mouvement de la bouée en lui-même. C'est aujourd'hui impossible de remonter à la turbulence avec un lidar monté sur une bouée. C'est aussi un projet, une problématique auquel on va s'attaquer dans le cadre du projet Poséidon, où on va installer un lidar sur une structure mobile et essayer de construire un algorithme de compensation de mouvement pour remonter à des valeurs de TI, bon, toujours idéalement avec une erreur de 20%. Oui. L'intensité de turbulence, disons naturelle, 10%, dans le web, 30%. Sur la partie naturelle sans éolienne, quelle est la variabilité Ah oui. dans un site La variabilité déjà est plus importante sur un site onshore, parce que c'est la rugosité surface qui va énormément driver la turbulence. Offshore, c'est plutôt, enfin au large, ce sera plutôt les états de mer qui vont. Donc ça va beaucoup dépendre des états de mer évidemment. Et je dirais que sur un site éolien offshore, turbulence naturelle va varier entre 6 et 14%, chose comme ça. Ouais. Ok, alors justement, on parle de mesures de turbulence en mer là, et la thématique c'est l'éolien flottant, donc des profondeurs sans doute supérieures à 100 mètres. Tu parlais de mesures par anémomètre sur un mât. Comment on fait pour mesurer la turbulence quand on ne peut pas mettre un mât? Mais dans ce cas, il faudra installer lidar sur la bouée, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est des lidars flottants. Ouais. Les lidars flottants sont standardisés, donc ils ont été tamponnés par le DNV, un bureau de certification, pour faire de la mesure de vitesse moyenne. Donc, ça a été comparé contre des données anémométriques et on obtient les mêmes valeurs pour la vitesse moyenne. Par contre, pour la turbulence, ça ne fonctionne pas du tout. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour l'instant sur une bouée, sachant que lorsque le lidar est installé à terre, en position fixe, on a des erreurs de l'ordre de 20% toujours. Et lorsqu'on va aller installer le lidar sur une bouée, donc il va falloir corriger cette variance induite par le mouvement pour remonter à des valeurs de TI. Donc, de toute façon, ça sera l'unique solution, c'est d'aller installer un lidar sur site. On peut également envisager de complémenter ces mesures par lidar à l'aide de mesures satellitaires, le SAR ou des mesures optiques. Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question, mais je pense qu'il est possible d'aller remonter à l'échelle intégrale en analysant dans l'échelle intégrale la taille des tourbillons les plus énergétiques, de l'ordre de 100 mètres, en analysant des données SAR. Mais il me semble que la fréquence, peut-être que tu as cette réponse, ou toi Fabien, à quelle fréquence le satellite revient sur site
C'est Pas la fréquence de la turbulence, par exemple. Donc on pourra non, absolument pas. une à deux fois par jour au maximum. Ouais. Mais bon, c'est pour étudier des conditions spécifiques de Parlez vent. près du micro. Pour étudier des conditions spécifiques de vent, ça peut être également une piste en complément du lidar. D'accord. Et dans le cadre de Poséidon, est-ce qu'on s'intéresse à ces questions de mesure qu'est-ce qu'on fait pour essayer de qualifier justement la capacité des lidars flottants à capter la turbulence? Donc, on reproduit actuellement. Donc, c'est des essais qui sont menés par l'Ifremer. Donc, où le lidar est installé sur une structure mobile, un hexapode, et on essaie de reproduire des mouvements caractéristiques d'une bouée. Donc, on a pris les conditions du site du Mat Fécamp ou large du Cotentin. Donc voilà, on essaie de reproduire les mouvements d'une bouée installée sur le site du Mat Fécamp. On a plusieurs séquences, donc on étudie plusieurs types de mouvements. Et on va aller. Et à côté, il y a un lidar fixe, donc qui mesure une mesure qu'on va considérer de référence. Et l'objectif, ça va être de construire un algorithme de compensation de mouvement de l'ATI, pour le calcul de la ATI, de manière à obtenir des valeurs qui se rapprochent de celles données par le lidar fixe. Et les perspectives, c'est, dans un autre projet, d'aller installer un lidar sur une bouée, cette fois en conditions réelles, et d'appliquer cet algorithme aux données qui ont été collectées en conditions réelles, donc sur site. Ok, merci. On peut prendre... Pardon. Alors c'est dans le cadre d'un projet NEMO là, qu'on est en train de construire avec Fraunhofer, un institut allemand. Donc le projet va démarrer en avril 2023. Ce sera un projet de 3 ans et qui prévoit l'installation du lidar sur une bouée et en complément l'installation de lidar scannants installés depuis la côte. Donc 2 lidars scannants qui vont permettre de reconstruire le champ de turbulence bidimensionnel. Et il y aura également des outils de modélisation qui seront développés dans le cadre de ce projet. Oui, à part tout à l'heure, quand tu as demandé la définition de la rafale, on n'a pas vraiment parlé des événements extrêmes. On a parlé de la turbulence qui, elle, va avoir un effet sur le design pour résister à la fatigue. Néanmoins, la question des extrêmes atmosphériques sur une éolienne qui, du coup, sera arrêtée, enfin, a priori. Ou pas. Oui. Alors voilà, peut-être comment étendre la question. Non, on avait effectivement une question sur alors, comme on était parti sur la thématique turbulence là, sur les challenges de la turbulence en tempête. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié et est-ce qu'on est en capacité de la mesurer également? Non, mais actuellement, il n'y a aucun moyen de mesurer la turbulence en tempête, sachant que c'est déjà un challenge de la mesurer lorsque en conditions je dirais, calme, et même c'est déjà un challenge de la mesurer à terre. Donc, utiliser des moyens de télédétection, notamment avec le lidar, pour aller mesurer la turbulence en tempête, ça me paraît à l'heure actuelle, ça me paraît impossible. Toujours est-il, on peut peut-être utiliser des outils numériques pour faire ça. Il existe, là, je relisais la note du DNV ce matin, qui date de septembre 2021, qui conseille de coupler des outils de modélisation, donc LES, donc Large Eddy Simulation, donc ça va permettre de mesurer, de modéliser les tourbillons de grande échelle et de les coupler avec des Monte Carlo, avec des simulations de Monte Carlo pour aller étudier des conditions spécifiques de vent extrême. Donc, je pense que le seul outil actuellement à notre disposition, c'est l'outil numérique. La mesure, ça ne me paraît pas envisageable d'aller installer des lidars. Ça ne me paraît pas envisageable. C'est fait, mais les industriels perdent régulièrement leurs lidars à cause des tempêtes. Ok, merci. Du coup, comme le disait Yann Hervé, effectivement, en tempête, au-delà de 25 mètres par seconde, je pense, on arrête les machines. Et du coup, les chargements aérodynamiques vont baisser relativement. Et on peut être dominé par des chargements hydrodynamiques associés aux vagues. Donc ça nous fait une transition vers la deuxième thématique de la journée. Et donc je vais demander à Fabien de nous dire pourquoi il est important de s'intéresser aux vagues pour le dimensionnement des machines, des éoliennes flottantes. La densité de l'eau est bien plus forte que celle de l'air. Donc on comprend bien que quand il y a des interactions entre ces fluides d'eau en mouvement et les éoliennes, ça va produire pas mal de force. Donc on va chercher tout simplement à faire survivre les éoliennes flottantes dans notre cas
en période de tempête. Donc le but de cette étude, ça va être clairement la survie des machines et la survie des éoliennes en cas de tempête. Ok, merci. Et du coup, quels sont les paramètres de vague importants pour le dimensionnement des éoliennes flottantes? Donc il y a plusieurs paramètres. Donc le premier qui vient assez simplement à l'esprit, c'est la hauteur de la crête, la hauteur maximale de la crête que va pouvoir rencontrer l'éolienne durant sa durée de vie. Tout simplement pour que cette hauteur d'eau ne vienne pas impacter les parties critiques de l'éolienne, donc techniquement la plateforme ou les instruments qui sont installés sur la plateforme. Donc on va notamment s'intéresser à cette hauteur maximale que peuvent atteindre les crêtes. Mais après, il y a aussi beaucoup d'efforts hydrodynamiques qui vont s'appliquer sur l'éolienne. Et donc pour apprécier ces efforts, pour pouvoir les quantifier, on va s'intéresser à d'autres paramètres que sont la hauteur crête à creux, la période des vagues, la vitesse des fluides à l'intérieur de la vague. Donc il y a de nombreux paramètres qui vont nous servir à estimer ces efforts que va subir la plateforme. Ok. Et donc tu parles d'efforts hydrodynamiques. Est-ce que ce sont les mêmes en fonction de... Est-ce qu'ils dépendent des vagues et du type de vague qu'on rencontre, par exemple? Alors on va avoir plusieurs types d'efforts. On va avoir des efforts qui sont très répétés, qu'on appelle les efforts de Morrison, donc qui correspondent à des vagues non déferlantes. Donc quand les vagues viennent heurter une structure, elles vont appliquer des forces sur cette structure. Donc ça, c'est des forces qui sont relativement bien connues aujourd'hui. Et il y a un autre type de forces, alors qui vont être beaucoup plus rares, mais qui peuvent être beaucoup plus intenses, qu'on va appeler les forces d'impact. Et donc ces forces d'impact, elles vont avoir lieu quand c'est des vagues qui viennent déferler sur les structures. Pour vous donner une idée peut-être de ces forces, on a observé en 2018 une vague qui est venue heurter le phare de la Jument. Donc le phare de la Jument, pour ceux qui ne connaissent pas, il est au sud-ouest de Ouessant. C'est une énorme structure de granitique. Il y a une vague de près de 20 mètres qui est venue heurter la structure et qui a fait bouger le phare de l'ordre du centimètre au niveau de la lentille du phare. Donc c'est des forces qui sont beaucoup plus fortes que les forces de Morrison, mais qui ont une occurrence beaucoup plus faible, car les déferlements, il n'y en a pas partout. On n'a pas des déferlantes partout tout le temps. Et voilà, les éoliennes sont quand même susceptibles de voir ces déferlantes énormes sur elles. Donc on a besoin de mieux comprendre ces forces-là. Merci. Et du coup, dans quelle situation on trouve des déferlantes en général? Alors les vagues ces grosses déferlantes vont être principalement présentes sur les parcs éoliens posés, tout simplement parce qu'il y a une remontée du fond, ils sont en eau moins profonde. Donc les vagues qui arrivent du large, quand elles arrivent en eau moins profonde, vont avoir tendance à ralentir, ce qui va avoir pour impact d'augmenter leur amplitude. Et donc en augmentant l'amplitude, elle va augmenter jusqu'au point de déferlement où la vague sera trop haute, très instable, et donc va déferler. Mais on peut aussi observer ces vagues, ces déferlantes en eau profonde. Donc on connaît moins bien leur occurrence. Mais on peut observer ces énormes déferlements également en pleine mer et donc susceptibles également de heurter des éoliennes flottantes. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Alors pour l'instant, donc on avait fait un premier projet, donc j'anticipe un petit peu la suite de notre discussion. On avait fait un premier projet, donc du coup, ce qui nous a permis d'observer cette énorme déferlante qui a heurté le phare de la Jument, donc depuis un point fixe, depuis le phare de la Jument. Tout simplement parce que il n'y a pas de mouvement du flotteur, donc ça nous a permis en gros de nous faire la main sur les méthodes. Et là, dans un nouveau projet qui s'appelle DIMPACT, on a instrumenté une éolienne flottante en Norvège. Donc on attend que des vagues déferlantes viennent heurter la structure pour pouvoir les étudier. En fait, si je sors un tout petit peu de mon l'animateur, vraiment, juste une seconde. Là, dans le projet d'Impact, on s'intéresse à des impacts sur des cylindres pour différentes raisons. D'une part, c'est assez pratique, on va dire, mathématiquement parlant. Il y a des solutions pour les modèles analytiques d'impact qui sont plus aisés à dériver. D'autre part, on a une instrumentation sur une spar. Donc Zephyros en Norvège, c'est une spar, hein, c'est un cylindre. Et puis en bassin aussi, on regarde un cylindre. Et l'autre argument, c'est que souvent les semi-subs, donc les plateformes flottantes, elles sont composées de cylindres reliés par des bracons. Et donc quelque part, on peut généraliser les résultats aussi à différents types de flotteurs au-delà de la spar pure.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore. D'accord. Et donc justement, tu as mentionné Dime, d'Impact, tu as mentionné l'expérience en Norvège. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les objectifs de d'Impact et les axes de R&D qui sont explorés pour répondre aux objectifs? Je veux bien repartir du premier projet qui avait été le projet Dime. Donc c'est un projet qui s'est terminé maintenant il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et donc qui visait à déjà caractériser l'occurrence de ces vagues déferlantes, parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est des vagues qui sont plutôt rares, donc c'est des impacts qui ne vont pas avoir lieu souvent. Donc l'idée, c'est vraiment de caractériser statistiquement, quand est-ce que ces déferlantes vont être potentiellement observées. Donc ça, c'était une première étape. Et maintenant qu'on sait que ces déferlantes peuvent arriver en pleine mer, on s'est intéressé à regarder l'impact sur la structure, donc dans le cadre du projet d'Impact. Donc le projet d'Impact, il vise à améliorer ou du moins à affiner des équations qui existent aujourd'hui, donc les équations qui sont utilisées justement par les ingénieurs pour le dimensionnement. Et donc ces équations, on va chercher à les améliorer, à les challenger. Donc on a monté tout ce projet d'Impact, donc qui a plusieurs approches. Donc il y a bien sûr l'approche en bassin. Donc on a créé une maquette qui représente une pile d'éoliennes et sur laquelle on vient faire déferler des vagues en bassin. Donc c'est une maquette qui est entièrement instrumentée. Et cette maquette nous permet de recueillir les forces des différents impacts de vagues qu'on a fait déferler dessus. Donc c'est une maquette qui a été prévue pour reproduire des éoliennes flottantes. Donc ce n'est pas une maquette qui est fixe, c'est une maquette qui est montée sur un tripode. Et donc on peut la mettre en mouvement pour simuler les mouvements du flotteur de l'éolienne et regarder les impacts en fonction du mouvement de l'éolienne. Alors ça, c'est une première approche. L'expérimentation ne nous permet pas d'avoir tous les paramètres nécessaires au calcul des forces. On a notamment besoin d'un paramètre qui est la vitesse des fluides au moment où ils viennent impacter la structure. Et donc pour ça, on va s'aider de l'outil numérique. Donc on a des modèles de CFD qui sont faits pour reproduire ces mêmes vagues qui sont dans le bassin. Et donc ça nous permet d'obtenir la vitesse du fluide, la vitesse du fluide à tous les endroits de la vague, et donc de recalculer ses forces. Et enfin, il y a un dernier aspect qui est l'objet de l'instrumentation de l'éolienne Zephyros, donc en Norvège, qui vise à se demander, à vérifier, disons, comment on peut appliquer les recherches que l'on fait en bassin ou en numérique à des vagues réelles. Il faut savoir qu'en bassin, c'est quasi impossible de reproduire les vagues tridimensionnelles qu'on observe lors des tempêtes, tout simplement parce que les vagues sont créées la plupart du temps à partir de batteurs. Et donc ces batteurs ne sont pas capables de reproduire ni la directionnalité des vagues, ni même des vagues de vent, un spectre complet de vagues de vent. On utilise des méthodes dites de vagues focalisées pour focaliser une vague et créer un déferlement au bon endroit. Et donc l'idée du déploiement sur l'éolienne Zephyros, c'est vraiment de vérifier est-ce que les vagues que l'on observe dans la vraie vie, en mer, qu'on observe et qui viennent impacter les éoliennes, sont du même type que les vagues que l'on reproduit en bassin, et comment, du coup, on peut appliquer les résultats que l'on trouve en bassin à des éoliennes en mer. Ok, merci. Et juste une question, tu dis les équations utilisées, c'est les équations pour estimer les chargements, c'est ça Oui, c'est des équations qui permettent d'estimer donc du coup les forces qui vont s'appliquer sur l'éolienne en fonction des vagues incidentes. Donc on a ce besoin de bien caractériser les vagues incidentes pour pouvoir en estimer les forces qui vont s'appliquer sur l'éolienne ensuite. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur ces... Deux questions. Alors, on a eu plusieurs vagues déferlantes qui ont heurté le phare. On en a une principalement, en fait, il y a différents soubassements sur le phare. On en a une principalement qui est vraiment venue déferler au-delà du soubassement du phare, et donc qui a directement heurté la partie granitique, donc le fût vraiment du phare à proprement dite. Et c'est celle-là qui nous a produit le plus gros déplacement du phare.
Donc c'est cette vague principalement qu'on a étudiée. On a d'autres impacts plus réduits qui ont également été observés, mais c'est énormément de données parce qu'on enregistre à très haute, à très haute fréquence ces données d'impact, et elles n'ont pas encore été toutes traitées, elles sont en cours de traitement, notamment avec nos partenaires du CEREMA. En gros, peut-être pour résumer, est-ce que par rapport à des événements extrêmes qui est les tempêtes courantes hivernales qu'on a, est-ce que c'est plusieurs fois sur chaque événement extrême, ou alors c'est pas à chaque événement extrême? Alors, je dirais, mais alors là, c'est plus une approche, un ressentiment que non, on n'aura pas une énorme déferlante à chaque tempête qui apparaîtra sur une éolienne. C'est des événements qui sont quand même relativement rares. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose qu'il va falloir dans le futur, sur lequel il va falloir travailler. C'est qu'aujourd'hui, on mesure assez facilement des hauteurs significatives de vagues, y compris dans les tempêtes. Et donc, on peut, ce qu'expliquait Nicolas tout à l'heure, on peut faire ces statistiques cinquantennales de vagues extrêmes, en fait, de vagues extrêmes qui vont heurter la structure en moyenne, je vais mal le dire, mais avec une période de retour de 50 ans. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de calculer la vague déferlante cinquantennale. Et il y a énormément d'efforts à faire là-dessus aussi pour être capable de calculer ces vagues déferlantes cinquantennales. Donc calculer non plus la vague la plus haute qui va heurter en moyenne toutes les 50 ans la structure, mais la vague déferlante qui va heurter en moyenne tous les 50 ans la structure. Donc on a commencé le travail dans le projet DAIM, mais c'est un travail qu'il faut encore poursuivre. Et notamment, c'est quelque chose qui pourrait faire... En fait, pour calculer ces statistiques, on va se servir de rejeux. Donc on va rejouer le passé pendant un grand nombre d'années et on va regarder ces statistiques. Donc en général, on les rejoue avec des modèles numériques. Et donc les modèles numériques aujourd'hui sont plus ou moins bien capables de faire de la hauteur significative. Donc on peut extrapoler ces valeurs de retour. Maintenant, il faudrait vraiment travailler dans les modèles numériques pour améliorer la modélisation du déferlement en lui-même à l'intérieur du modèle numérique, et donc pour pouvoir faire ce même genre de statistiques. Mais à l'heure actuelle, on travaille dessus, mais le déferlement est encore le processus même de déferlement est encore mal représenté dans les modèles. Aussi tout simplement parce qu'un déferlement extrême, faut se dire qu'il y a très peu d'instruments qui y survivent, en fait, tout simplement. Parce que voilà, quand on a des vagues d'une vingtaine de mètres qui déferlent, ça crée des forces qui sont assez impressionnantes. Et les bouées, par exemple, ne survivraient pas à ce genre d'impact. Ouais. La réflexion, juste, c'était de se dire que clairement, sur cet aspect-là, je pense qu'il est très court, il est simplificateur. Oui. On travaille avec le DNV. Ouais, mais c'est une bonne remarque, parce que le DNV est bien impliqué dans le projet. On avait une réunion avec eux la semaine dernière, là, et on leur a présenté les travaux qu'on menait sur les modèles semi-analytiques d'effort. Ils nous disent oui, très bien, mais quelle est la probabilité que ça arrive, en fait? Et on travaille aussi là-dessus en parallèle, et on va essayer à la fin du projet de faire converger les deux. C'est le travail d'un de nos ingénieurs de recherche qui s'appelle Paul Renaud. Et on travaille aussi avec Marc Prévost sur les occurrences. Mais ce qui va nous manquer, donc là, on va avoir des modèles pour les deux briques, en fait, effort et statistique. Mais ce qui nous manque, c'est des mesures, en fait. Et la stéréo, c'est très bien pour caractériser un événement, on va dire, extrême, et caractériser les propriétés de la vague. Et par contre, comme on ne mesure pas la nuit, on ne mesure pas quand il pleut, on ne mesure pas quand il fait trop beau, pour faire des statistiques long terme, ce n'est pas terrible. Donc on va commencer à regarder d'autres instruments comme les LIDAR, par exemple, pour aller plus loin et avoir des statistiques. Et puis c'est des événements, comme je disais, qui sont relativement rares. Donc pour réussir à capter l'événement, il faut être au bon endroit au bon moment. Donc voilà, donc c'est des campagnes longues. Donc il faut faire des campagnes longues. Et pour l'instant, donc comme le disait Jean-François, à France Énergie Marine, on utilise beaucoup la stéréo vidéo, donc qui sont une manière en fait d'observer ces vagues déferlantes en étant hors de l'eau et donc en protégeant un petit peu les systèmes. Mais comme il l'a relevé, on a notamment aussi un problème que je crois que tu n'as pas cité, qui est la pluie, qui vient du coup perturber nos images. Et comme on sait que pendant les grosses tempêtes, probablement il y a de très fortes probabilités qu'il pleuve également. Donc on a du mal vraiment à enregistrer ces énormes tempêtes avec la stéréo. Donc on va chercher d'autres manières d'observation, et notamment les lidars en effet. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Et sinon on va... plusieurs autres questions. Okay. Yann Doutrelot. Il y a en fait dans les types de
Alors, je vais parler sous le contrôle de Jean-François pour répondre à cette question. Alors, les vagues scélérates, en effet, ça existe. Il y en a. Maintenant, on en a enregistré plusieurs. Maintenant, c'est des événements qui vont être vraiment de l'ordre de l'accidentel, qui vont apparaître extrêmement rarement. Donc, pour l'instant, non, on va vraiment s'intéresser à des... Globalement, on s'intéresse à des vagues cinquantennales, donc c'est-à-dire à des propriétés d'occurrence avec des périodes de retour de l'ordre de 50 ans. On est bien au-delà pour des vagues scélérates. Voilà, sur une structure en mer, on est bien au-delà de 50 ans pour une période de retour d'une vague scélérate, que d'ailleurs je pense qu'on ne sait pas encore vraiment bien calculer aujourd'hui. Donc, voilà, donc nous, on n'étudie pas en particulier les vagues scélérates, on va vraiment chercher à s'intéresser à la déferlante la plus grosse dans un état de mer de tempête, mais on n'est pas sur le cas de la vague scélérate. Je ne pense pas, donc là je vais parler sous le contrôle des gens qui maîtrisent mieux les statistiques que moi, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un endroit sur Terre où il ne peut pas y avoir de vagues scélérates. On a maintenant des modèles qui permettent de dire qu'il y a certains endroits où il y a plus de probabilité d'en trouver que d'autres. C'est clairement pas le cas des endroits où on a prévu d'installer des parcs éoliens pour l'instant. Maintenant, dire qu'aucune vague scélérate ne heurtera une éolienne, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est possible avec une probabilité extrêmement faible, mais c'est possible. On a vu des vagues scélérates en Méditerranée. On a des récits de capitaines de navires qui ont vu des vagues de scélérates en Méditerranée. Donc potentiellement, il pourrait y avoir une vague scélérate, mais c'est extrêmement localisé dans le temps et dans l'espace. Donc ce qui fait que la probabilité d'occurrence sur une éolienne est quand même extrêmement faible. On en trouve surtout dans les zones où il y a des forts gradients de courant. C'est connu dans le courant des aiguilles, par contre, on en trouve beaucoup. Et pour revenir au projet qu'on mène, on s'est intéressé en particulier au déferlement, ce qui veut dire qu'on n'a pas regardé les vagues scélérates en particulier, mais il peut se trouver qu'une vague scélérate déferle et elle va nous intéresser dans ce cas-là. Mais on ne s'est pas intéressé en particulier aux vagues scélérates au sens large, qui peuvent être déferlantes ou non déferlantes. Ok, merci. Du coup, ça... Alors, pardon, il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, c'est des modèles que je connais moins, des modèles type Deep Plains. Techniquement, je pense que c'est faisable. Mais bon, je ne pense pas qu'on en soit encore tout à fait là. Mais dans l'absolu, ça pourrait être faisable, l'entrée de ces modèles étant des forces hydrodynamiques, si on est arrivé à les calculer correctement. Après, les modèles Deep Plains et ce type de modèles sont plutôt utilisés pour faire de la statistique. On va jouer l'éolienne pendant longtemps forcée par des vagues. Aujourd'hui, les modèles CFD qu'on fait, c'est un coût calcul qui est assez énorme. Donc on pourrait peut-être, je sais pas, éventuellement jouer une vague qui déferle sur une éolienne. Mais voilà, aller faire de la statistique dessus, ça paraîtrait beaucoup plus compliqué. Parce que voilà, les calculs sur CFD sont des calculs qui sont très très lourds. Donc jusqu'à présent, on modélise une vague qui vient déferler et on ne peut pas modéliser tout un état de mer en CFD à l'heure actuelle. En ce moment, à l'ENPC, dans le cadre de DINPAC, il y a un postdoc qui s'appelle Marc Battier qui simule un cylindre qui se déplace dans le champ de vague, mais sans être couplé au champ de vague. On lui impose un mouvement. Et ça prend une journée de calcul à peu près sur 1 millier de cœurs à peu près. Donc, on est encore assez loin, à mon avis, de réussir à simuler la vague avec la résolution nécessaire et caractériser suffisamment proprement ses propriétés avec un modèle CFD pour inclure le couplage fil-structure. D'un point de vue opérationnel, je pense que c'est pas encore. Il me semble que c'est pas encore jouable. Mais, on a eu une approche qui est plutôt inverse, qui est de faire tourner les modèles Deep Lines avec des vagues plus simples, avec des vagues linéaires, et de regarder les différentes positions, les différentes vitesses que peuvent prendre l'éolienne, et après de jouer des vagues déferlantes en fonction avec différentes vitesses, en faisant varier la vitesse du flotteur de l'éolienne. Donc c'est plutôt une approche qu'on a eue dans l'autre sens, qui est de dire on va utiliser ces modèles Deep Lines ou OpenFOAM ou d'autres pour connaître les déplacements possibles de l'éolienne sous les conditions de vagues, et après impacter des vagues en fonction de ces positions-là probables.
Ok, une dernière question. Ouais. Bonjour. Juste de manière plus pragmatique pour augmenter la chance de capter des vagues un petit peu compliquées à modéliser et qui sont dimensionnantes pour des parcs, est-ce que vous avez approché des développeurs de parcs pour installer des capteurs sur les différents projets autour des côtes françaises et au-delà d'ailleurs, pas forcément liés à la France? Je vais laisser répondre Jean-François. Oui, alors effectivement, on avait approché des développeurs de démonstrateurs à l'époque du démarrage d'Impact en France, et ils n'étaient pas intéressés par la thématique. Ils estimaient qu'ils étaient assez armés pour dimensionner correctement les machines. Et du coup, on s'est rapproché d'un opérateur norvégien qui est propriétaire ou qui pilote le site d'essai du Med Center en Norvège, sur lequel est installé l'ex Hywind Demo, qui était le premier prototype échelle 1 d'éolienne flottante, et qui est maintenant dédié à la R&D. Donc on a installé nos systèmes dessus, mais c'est un chemin qui est semé d'embûches. Et on pense qu'il y a un intérêt, en tout cas, à avoir accès à une éolienne d'un parc pilote ou commercial pour mener des activités de R&D en lien avec ce qu'on fait là ou avec d'autres thématiques qu'on va voir tout à l'heure, et généralement avec tout ce qu'on fait à France Énergie Marine. Donc c'est un objectif qu'on poursuit et qu'on va porter dans les mois qui viennent, je pense. Ouais. Ok, merci. Je vais intervenir tout à l'heure, donc on pourra continuer ça. Mais juste un témoignage, j'étais sur la campagne de fondation de Saint-Nazaire l'hiver dernier, et on s'est mis en mode survival sur le jack-up pendant 2 semaines parce qu'il y avait des vagues qui variaient entre 8 mètres et 15 mètres qui passaient sous nous. Et heureusement, les jambes étaient en treillis. Donc on a juste senti les chocs et on s'est fait dérober une fois. Donc aussi près de la côte, ça peut arriver d'avoir des vagues de 13-15 mètres. On a eu 3, je crois, sur un mois, le mois de décembre. Comme je disais, sur l'éolien posé, on va avoir en plus cette thématique du fait qu'il y ait le fond, la profondeur diminue, et donc qui va avoir tendance à augmenter l'amplitude des vagues qui viennent du large. Et donc en effet, on peut croiser, même assez proche de la côte, des vagues qui en fait vont avoir une amplitude qui va être augmentée par le fait que la profondeur diminue. Dans le cas du projet DIME, on avait rédigé un article sur les différentes extrêmes sur le parc de Saint-Nazaire, et c'est les ordres de grandeur qu'on avait trouvé effectivement. J'avais transmis à EDF à l'époque. Mais oui, c'est un site particulièrement intéressant pour s'intéresser au... Oui, tout à fait. Oui, c'est un site particulièrement intéressant pour ce problème-là. Ok, alors le temps file, donc on va peut-être s'arrêter là pour... Oui, 5 minutes, ok. On est parti en retard quand même. Hein. Mais on est bavard. Ok, donc peut-être on peut faire une transition. Donc tout à l'heure, Fabien disait que pour s'intéresser aux vagues 50 tonales, donc celles qu'on considère pour le dimensionnement des structures, on rejouait 25 ans typiquement du passé avec un modèle numérique, si on n'a pas d'observation de bruit, et c'est souvent le cas. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les 25 années du passé qu'on a rejoué ont un climat qui est représentatif des 25 années à venir, ou des 50 années à venir, par exemple, dans le cadre du changement du dérèglement climatique. En fait, il y a 2 questions derrière. La première, c'est effectivement qu'on se base sur un modèle numérique qui dure 25-30 ans. Donc c'est relativement long, et on pense pouvoir estimer des événements qui arrivent en moyenne une fois tous les 25 ou 30 ans. Donc il faut bien voir que la valeur max qu'on a sur 30 ans, c'est une seule observation de l'événement trentenal. Donc c'est relativement... on a une seule observation d'un événement qui arrive peu souvent. Donc c'est pour ça que on ne fait pas forcément confiance à cette observation, puisque rien que la variabilité interne du climat fait que il aurait pu être un peu différent, un peu plus haut, un peu plus bas. Enfin, cet événement-là n'est pas représentatif de tous les événements qui sont dépassés en moyenne une fois tous les 30 ans. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on a besoin de quantifier ces événements qu'on observe peu. Et pour répondre clairement à la question de Jean-François, quand on a des statistiques calibrées sur ces événements qui apparaissent une fois tous les 30, enfin en moyenne une fois tous les 30 ans, on les base généralement sur le climat actuel, ou sur le climat tel qu'il était sur les 30 dernières années. Les modèles climatiques, les modèles de vagues sont stationnaires, donc considèrent le climat constant. Si on s'intéresse à l'extrapolation, donc c'est-à-dire l'événement qui arrive
en moyenne une fois tous les 50 ans, mais pas dans le climat actuel, mais dans le climat de 50 ans, ben, on peut penser légitimement que cet événement va changer. Donc on avait à la base une thématique sur les cyclones qui illustre bien ce phénomène-là. En fait, les cyclones vont probablement, certainement même évoluer avec le dérèglement climatique. Donc je regardais hier le rapport du GIEC, ce qu'il disait sur ces questions-là. Et effectivement, il y a alors dans leurs termes, c'est très probablement, je crois, la valeur la plus, enfin la probabilité la plus forte dans leur estimation. Donc une accélération de l'intensification des cyclones. Donc il n'y aura pas forcément plus de cyclones, mais les cyclones ils vont être plus souvent de catégorie 4 ou 5. Donc on a des événements qui vont devenir plus forts, à défaut de devenir plus fréquents, et également une modification des trajectoires. Donc il y avait une estimation comparable sur le Pacifique Nord, nord-est, où les trajectoires de cyclones ont tendance à remonter, vu que les eaux sont plus chaudes, ils ont tendance à remonter vers le nord et impacter des zones qui vont être auparavant épargnées par ces cyclones. Donc en fait, si on s'intéresse à calibrer ou concevoir des structures qui vont rester 50 ans en mer, il faut prendre en compte le fait que l'événement centenal, donc ce n'est pas l'événement qui va subvenir dans 100 ans, c'est l'événement qui est dépassé en moyenne une fois tous les 100 ans, l'intensité de cet événement-là va changer. Autrement dit, la probabilité de dépasser, mettons, 10 mètres, sera peut-être une fois tous les 100 ans actuellement, mais une fois tous les 50 ans dans 50 ans. Et ce qui nécessite de faire des modèles qui prennent en compte cette non-stationnarité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique du changement climatique ? Alors pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas forcément très bien documenté. Disons que le problème des modèles climatiques, des modèles des projections climatiques, c'est qu'ils sont à l'échelle du globe et du coup ils ont des mailles spatiales et temporelles qui sont relativement faibles. Donc en fait, il y a besoin de faire des descentes d'échelle, du downscaling, pour passer des modèles climatiques globaux à ce qui se passe localement sur les côtes françaises. Et ça, pour l'instant, le travail a été fait, les conclusions sont mitigées, dans le sens où il peut y avoir des modifications des trajectoires de cyclones. Donc on a des risques d'avoir des restes de cyclones tropicaux qui viennent chez nous, donc des événements plus extrêmes, mais aussi une baisse des vents moyens qui peut causer qui peut faire que l'état de mer moyen va baisser, quoi. Donc baisse de la moyenne et augmentation des phénomènes rares ou extrêmes, quoi. Mais pour l'instant, les études sont relativement divergentes sur la question et ce travail de downscaling est encore à faire spécifiquement pour les états de mer. En fait, les états de mer, c'est pas forcément une variable qui intéresse les gens des sciences du climat. Donc, l'océan, de manière générale, n'est pas forcément traité par les sciences du climat. Donc, pour ce qui est de l'état de mer. Donc, pour l'instant, c'est à ma connaissance pas tellement étudié. Moi, j'ai une question. Justement, ces modèles climatiques donc, qui nous donnent l'évolution du climat dans le futur, comment on fait pour les valider ? Alors, je ne suis pas climatologue. En fait, les modèles en tant que tels sont rejoués dans le passé. Donc, en considérant les niveaux, les concentrations de gaz à effet de serre constatées, on rejoue les modèles et on compare ce que ces modèles donnent à ce qui a été observé. Donc, il n'y a pas de données assimilées, mais le modèle, donc, en gros, c'est les discrétisations des équations physiques, ils sont rejoués avec les paramètres initiaux et on compare ce que ces modèles-là donnent à ce qui a été observé. Et après, on fixe certaines trajectoires de concentration des gaz à effet de serre et on les joue dans le futur, pardon.
Et on va comparer ce qu'on a observé, les différences de ce qu'on a observé et ce que le modèle donne, pour corriger, débiaiser ces modèles-là, pour débiaiser pour les corriger pour les projections climatiques. Okay. Est-ce qu'il y a quelques questions pour conclure? Tu as le micro. Alors, je dirais qu'il y a deux, de mon point de vue, il y a deux questions importantes. C'est pour les extrêmes, en fait, on en a parlé plusieurs fois, donc les vagues, les vents. La question, c'est comment on va prendre en compte et caractériser les événements extrêmes dans toute leur complexité. Donc, les événements extrêmes, ils vont être définis par des vagues, donc des vagues déferlantes, par les vents associés. Et la réponse de la structure, au final, elle va être liée à tous ces phénomènes-là. Donc, ce n'est pas forcément les événements extrêmes pris le HS séparément des vents, mais c'est conjointement comment ces choses-là sont extrêmes et comment ils vont impacter la structure. Donc, et comment on le prend en compte de manière fine. Donc moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc sur le sujet des vagues, je pense que un des gros sujets qui va être, c'est de pouvoir vraiment caractériser l'occurrence de ces déferlantes extrêmes qui vont venir impacter les structures. Beaucoup d'observations pour pouvoir améliorer aussi en parallèle les modèles, la paramétrisation des modèles et être capable vraiment de modéliser le déferlement directement à l'intérieur des modèles, de façon à pouvoir faire de la statistique dessus et vraiment pouvoir affiner ces histoires d'occurrence et être capable de dire, en gros, de changer un peu la philosophie actuelle qui est de dire quelles sont les plus hautes vagues qui vont venir impacter ma structure et être capable de dire quelle sera ma plus haute vague déferlante qui va venir impacter la structure. Mais Jean-François, je te laisse compléter. Non, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour un animateur, donc je m'arrête là. Et en termes de turbulence, je pense qu'il va falloir améliorer la technologie LIDAR en particulier, donc travailler avec des constructeurs de LIDAR. Bon, les deux principaux, c'est Vessala, anciennement Léosphère, et Zephyr également, qui utilisent un autre type de technologie LIDAR. Donc, il va falloir probablement contacter ces deux constructeurs et travailler de concert pour améliorer la techno. Et pour les applications offshore, une fois que la technologie LIDAR sera, je dirais, opérationnelle, si on n'est toujours pas en mesure de reconstruire un algorithme de compensation de mouvement d'une bouée, il va falloir envisager des structures mobiles, donc des bouées qui corrigent mécaniquement le mouvement. Donc ça peut être un projet de recherche en lui-même, d'aller construire d'aller façonner la bouée de manière à ce que les mouvements soient atténués au maximum pour ensuite aller appliquer un algorithme de compensation pour remonter à une TI équivalente à ce que peut nous donner de l'anémométrie, donc installée sur des mâts. Ça peut être deux pistes de R&D pour la suite. Donc orienté techno, principalement, ouais. Ok, merci beaucoup. Je vais me tenter une transition parce que j'y pense là. On a parlé beaucoup de l'environnement, du monitoring environnemental, de la modélisation des extrêmes, et à mon avis, une question aussi qui peut être intéressante, c'est comment on intègre la structure et la réponse de la structure au sein de ces questions-là, puisque je parlais des extrêmes multivariés. La réponse de la structure va pas forcément, va contraindre en fait ou tout le moins la structure va répondre différemment, de manière complexe, donc à des choses qui ne sont pas forcément les plus extrêmes dans chacun des phénomènes. Donc c'est la prise en compte de la réponse de la structure, à mon avis, est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Pardon ? Voilà, le couplage environnemental et réponse de la structure, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas beaucoup et qui est intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc il y a des approches métamodèles sur lesquelles je vais travailler qui permettent de régler ces questions-là, mais c'est des travaux en cours, quoi. Ouais. Ok. Effectivement, on parle pas mal de response-based design, c'est-à-dire de définir l'événement extrême au sens de la réponse maximale de la structure. C'est des choses qu'on regarde aussi par ailleurs à France Énergie Marine. Ça fait une bonne transition, je pense, aussi avec la deuxième table ronde qui est plus techno. Mais entre-temps, vous allez avoir un café. Et il nous reste à remercier à nos trois panélistes pour les interventions, le temps qu'ils ont passé aussi à préparer cette table ronde. Et puis merci à tous aussi pour vos questions. Voilà.